Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King. Salut Guillaume, comment vas-tu? Ça va très bien, écoute, ce week-end, oui, ce week-end, on a vécu un choc heavyweight absolument fou. Certains disent le plus grand combat de tous les temps dans la catégorie. Je n'irai pas jusque-là, mais quand même, Tyson Fury a confirmé face à Deontay Wilder. Parce que tu mets quel combat avant celui-là? Je mettrai quand même, tu vois, la rivalité Ali Frazier, avec le 3 quand même en point d'orgue. Ok. Parce que là, 5 knockdowns. Je ne sais pas si on peut demander mieux que ça. 5 knockdowns, c'est ce que je souhaite à tous les meilleurs vieux qui existent, quoi. Enfin, c'est ce que je souhaite d'ailleurs à l'UFC 270. 5 knockdowns. C'est juste bananas, comme disaient les Américains. Parce que il y avait tout. Il y avait tout. Wilder a tout fait pour améliorer les choses. Il a changé de gym. Il a pris un ancien partenaire, comment il s'appelle, Malik Malik Scott. Scott. Il est allé à Trump. Enfin, voilà quoi, il a tout fait. Ça s'est vu dans le game. Il a amélioré sa manière de faire, la manière d'envoyer le jab. Il avait une double fin. Tac, boum. Je fais un step dans le vide et puis derrière, il y a une ouverture. Je crée une opportunité. Je frappe mon jab. Il y a tout qui était bien fait, mais le voyageur, c'est un monstre. Et c'était... C'est le Gypsy, c'est un monstre. C'est juste phénoménal. C'est ce relâchement qu'il a, je pense que c'est ce qui a fait la différence parce que les deux étaient morts, les deux étaient cuits. C'était très difficile, mais il y a un qui, même s'il a un mental, enfin, alors, ce n'est pas un style de combat à conseiller, cette manière de combattre, parce qu'il a perdu des années de vie, c'est sûr, de résister comme ça et de ne pas abandonner. Cependant, si tu veux écrire ton nom dans l'histoire, il n'y a pas meilleure manière pour que l'être humain soit traumatisé. Les personnes qui ont vu le combat en direct resteront marquées à vie. Il est difficile. Alors, moi, de mon petit âge, je ne me souviens pas d'avoir vu un combat de boxe anglaise chez les lourds aussi brutal, intelligent, violent. Enfin, il y avait de tout. Il n'y avait pas de la très grande technique, mais il y avait un niveau de stratégie d'un autre monde. Enfin, tous les gestes de Fury étaient vraiment calculés, la manière de s'appuyer sur, sur son adversaire pour qu'il puisse porter son poids et donc lui créer une difficulté supplémentaire, déjà à se porter lui-même, puisque les deux ont pris du poids. L'un a pris du poids certainement pour peser sur l'autre et l'autre a pris du poids certainement pour frapper un peu plus fort et aller chercher l'autre qui va descendre. C'était magnifique. Enfin, et puis les rebondissements, il n'y a pas plus de combat de rebondissements. Le combat, il commence et tout. Il y a un qui va chercher juste le jab au corps et l'autre qui va creuser le bide Deontay, c'est plus c'est des baramines qu'il a envoyé dans le bide, quoi. Enfin, il voulait lui percer le ventre. J'ai jamais vu ça de la vie, tu vois. C'était, non, moi, oui, un combat très marquant pour moi. C'est, tu ne peux pas demander mieux pour une trilogie. On est au max du max. On a tout pris. Même la fin, on a connu un Deontay qui avait souvent une mauvaise manière de prendre les défaites, qui se plaignait souvent, qui renvoyait son camp, qui n'était pas content. Et puis finalement, là, on a quelqu'un qui dit, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai donné ce que je pouvais donner. Il était fort. Et il n'y a pas meilleure manière de terminer cette trilogie. Donc, franchement, ils ont élevé le standard de la boxe d'un autre niveau. C'est bien. Et quand tu vois ce que Tyson Fury a fait avec une quasi mini-révolution sur les deux derniers combats, pour toi, est-ce que toi t'avais déjà vu ça? Est-ce que c'est quelque chose, si tu ne l'avais pas vu, tu aurais dit c'est possible que quelqu'un arrive à radicalement changer son style avec un nouvel entraîneur et avec ce niveau de succès, parce que là il affronte un gars qui est considéré, donc Wilder, comme le deuxième, troisième meilleur heavyweight à l'heure actuelle. Non, j'aurais pas. Non, j'étais très très. Bon, c'est simple sur ce combat.
mon pronostic, même si je ne l'ai pas fait en ligne et tout, mon pronostic, il était pour Wilder. Ok. J'étais sûr que Wilder, de son calme et tout, du fait qu'il ne veuille pas échanger lors de l'instruction, lors de la construction du combat, je me disais que c'est l'excès, il a pris conscience, il a pris, pour la première fois, il prend au sérieux euh, euh, Tyson Fury, et je me disais que bon, si Wilder prend au sérieux et qu'il se met à la discipline, vu la puissance qu'il a, vu l'endurance qu'il peut avoir s'il travaille, je me disais que de toutes les façons, il va lui faire mal. Mais non, j'avais complètement faux. J'avais complètement faux. J'aurais pas imaginé. C'est une vraie révolution ce qu'il a fait. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Et Pour toi, c'est le mental énormément parce qu'il y a aussi tous les montages qui sont publiés en ce moment entre la différence entre le Tyson Fury de 2017 et celui d'aujourd'hui où il a perdu je sais pas combien de kilos. Pour toi, c'est vraiment dans la tête que ça se joue parce qu'on a même pareil, tu vois, toutes les vidéos, les photos qu'on voit de ses entraînements, on n'a pas l'impression qu'il bénéficie des installations de dernier cri comme d'autres athlètes. je n'ai pas envie de dire que c'est dans la tête parce que si vous ne validez pas que euh, Deontay, cette fois-ci, a montré qu'il avait la tête, le cœur en tout cas, bah, il y a personne qui peut faire ça. C'est pas possible. Que, je dis encore, si on enlève les dommages que ça peut causer, c'est le combat que je souhaite à mes élèves. Enfin, c'est mémorable. Si on enlève les impacts des coups, avoir un tel cœur, être autant dans la dette d'oxygène, être autant dans une dette lactique, être autant noyé, mais ne pas lâcher l'affaire, non, c'est admirable. Donc, non, je pense pas que c'est le cas. Je pense qu'il est malin. Je pense vraiment que chacun a su utiliser ses outils. Il est malin. Euh, il a cette manière de bouger déjà qui fait que quand il les prend les coups, même si on les voit plein pot, ils ne sont jamais plein pot comme un mec qui est raide. Parce qu'il a quand même cette manière de plier et de revenir. Ensuite, il a un relâchement qui fait que, OK, il n'a pas la puissance pour te descendre tout de suite sur un coup, mais il peut durer dans ce mode-là. Il peut jongler, il peut durer. Et quand vous allez vous retrouver tous les deux épuisés, lui, il lui restera toujours un peu parce que de nature, par essence, le type de fibres musculaires qu'il a sont des fibres musculaires qui sont moins fatigables que le type de fibres musculaires de Wilder. Donc, voilà, je donne ça beaucoup au niveau stratégique qu'on a sous-estimé de lui. Et on a pas mal qui disent que Tyson Fury a exposé Deontay Wilder et que maintenant on sait comment battre Deontay Wilder. Mais est-ce que tout simplement c'est pas possible de reproduire ce que fait Tyson Fury parce qu'il y en a qu'un seul de Tyson Fury, c'est une anomalie finalement, quelqu'un de 125 kilos, de plus de 2 m 5 se déplace comme ça. C'est un gros problème pour la division. Et je ne pense pas qu'il y ait des gens qui peuvent. Je pense que, comment dire, euh, Alexander, je pense il pourrait faire pas la même chose, mais il pourrait, parce qu'il est très relâché, mais à la fois très puissant. Je pense qu'il pourrait réussir à mettre à mal Deontay. Mais cependant, de ça, le mec de fight, le style de Tyson Fury est particulier, sa taille. Il y a pas beaucoup de gars qui ont cette taille-là et qui sont relâchés. Les mecs qui étaient très grands, bah, les Klitschko, je sais même pas c'est quoi la différence de taille entre Klitschko, les Klitschko et lui, mais en tout cas, non, je ne pense pas que ce sera facile à reproduire ce qu'il a fait. Je pense qu'on sait tous que ce n'est pas la magie, plus le combat dure et moins Deontay a les chances de gagner, mais cependant, il faut lui faire mal quand même pour faire durer le combat et il faut pouvoir se relever de 2 knockdowns de Deontay. C'est fin. Le bras droit de ces mecs, c'est une Peugeot 504, frère. C'est, voilà quoi, je sais pas comment te dire plus que ça, mais c'est vraiment lourd. Et je ne sais pas comment il a fait pour se relever, reprendre les esprits.
maintenir sa stratégie, maintenir sa volonté d'arriver à épuiser l'autre. Non, c'est super compliqué. Et pour toi, là, si on se projette un petit peu, il y a eu un petit jeu des chaises musicales là chez les lourds. Est-ce que tu vois quelqu'un capable de battre Tyson Fury aujourd'hui? Aujourd'hui, non, peut-être dans le futur. Bon, voilà, en tout cas, c'est-à-dire, donc, peut-être dans le futur, t'as un nom en tête? Oui. Alors vas-y, allez. Non, je vais pas le dire, vous allez me prendre pour un fou. Mais non, est-ce que c'est quelqu'un qui s'entraîne dans ta salle? Yes, ça. Aïe, 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 aïe. Ah oui, donc c'est quelque chose que t'as quand même un petit peu en tête, là. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Après, je pense que le temps qu'il y arrive, il va lui falloir beaucoup, beaucoup de travail. La boxe anglaise, c'est autre chose. La boxe anglaise, ça demande une précision, un acharnement, un boulot de malade. Croiser les mecs comme nous, on les croise de temps en temps à l'INSEP avec Cyril et mettre les gants avec, bon, c'est gentil, c'est 2 secondes, quoi. Donc, tu fais 6 rounds, tu fais 10 rounds, tu rentres, c'est pas, non, c'est pas pareil, c'est du sparring, c'est pas pareil. Un mec comme, euh, quoi qu'il serait plus, enfin, un mec, je pense qu'il serait plus facile pour Cyril de s'en sortir avec un mec qui a des frappes lourdes comme Wilder que quelqu'un qui est malin, stratégique et qui se déplace comme Fury. Donc, si tu veux, je pense que ça fera un combat un jour avec le temps s'il s'y entraîne correctement. Mais j'ai envie de dire que il ne sera pas ridicule dans le sens où il ne va pas subir tout de suite parce qu'il peut se déplacer, il peut faire illusion quelque temps. Et puis, Et il lui puis tout faudra le déjà. clinch et la roublardise peut-être de Fury, là, ça poserait peut-être moins de problèmes à un combattant de MMA aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que le jeu de la distance, c'est un jeu que ce qu'il apporte, lui, c'est quelque chose qu'à l'anglaise, on n'a pas. C'est que les mecs sont malins par rapport à accrocher, appuyer dessus. Les mecs sont malins par rapport à l'ouverture, les espaces qu'on donne, la manière dont on travaille au corps, la manière dont on crée les espaces. Mais ce jeu de in-out, c'est un truc qu'elle maîtrise mieux en MMA qu'en anglaise. La gestion des distances, parce que les armes les plus longues étant les jambes et tout, quand on a rallongé encore la distance et qu'on doit la recouper, ça donne un peu plus de boulot. Donc, je le vois en tout cas, hein, quand Cyril, je l'amène faire du sparring en anglaise et tout, je vois que il y a des choses à faire. Maintenant, voilà quoi, c'est pour ça que je dis dans un futur très lointain, parce qu'il a déjà un gros challenge qui attend. Il faut déjà qu'il gagne le monstre qui est face à lui. Ensuite, il faut qu'il défende 2 ou 3 fois. Et ensuite, il faut négocier avec l'UFC, que l'UFC veuille bien lui donner la permission d'aller le faire. On est loin, loin, loin de là. Mais voilà, je ne vois pas Joshua battre Tyson Fury. Je ne vois pas Usyk? euh, Usyk, c'est ce que je t'ai dit, Alexander Usyk, je le vois. Parce que je le vois bas, je pense qu'il pourrait, s'il gère le poids, parce que s'il n'accepte pas, s'il reste à la verticale et qu'il n'accepte pas d'être en dessous quand ils sont au clinch, qu'il soit en dessous de Tyson, il y aurait moyen qu'il dure un peu dans le temps. Mais s'il se retrouve au contact, Tyson est assez malin pour le tirer vers le bas et pour l'affaiblir, pour l'épuiser avec le poids sur ses épaules, sur la nuque. Il réussit même à tenir la tête et à boxer, enfin, ce qui est complètement interdit. L'habit a beau averti, mais il est roublard, il est malin. Voilà, donc c'est plus ici que je vois un peu, mais le reste, non, c'est difficile. Est-ce que même si on parlait de euh, Ruiz, non, je ne pense pas. Il est vraiment très expérimenté, très malin, très lourd. Je pense qu'il faudrait un mec qui maîtrise les déplacements et qui se déplace comme personne d'autre. Hmm. Et c'est ça qui fait la différence avec Mohamed Ali.
Les déplacements, c'est ça qui amène que Tyson, il a un truc nouveau, les déplacements. C'est ça qui fait que je dis, si jamais il a la chance dans un futur lointain, Cyril, il pourrait y arriver parce qu'il a, c'est acquis, c'est acquis. Les déplacements, c'est dans la poche. Maintenant, comment faire pour survivre pendant les déplacements et tout? C'est ça la question, tu vois. Parce que en termes d'endurance sur les membres supérieurs, c'est là où ça se joue. Il y a des moments où qu'on a vu un peu clair avec Mayweather, mais quand Mayweather a voulu accélérer, ça fait la différence parce que le mec il a passé un quart de siècle à taper sur le sac. Ses mains sont, enfin, la mémoire des muscles et son corps est habitué à taper. Il peut taper très, 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 très longtemps. Alors que nous, en MMA, on tape peu finalement. Quand tu vois le nombre de coups qu'on met sur un combat, quand tu vois qu'on va rajouter l'appréhension et toutes ces formes de contraction musculaire isométrique, pliométrique et tous ces différents qui ne sont pas forcément ce qu'on va retrouver dans la frappe de la boxe, le relâchement qui va avec. C'est quelque chose que, mine de rien, même si tu es super relâché comme Cyril, c'est pas pareil. Le boxeur, un mec ce qui fait la différence avec Wilder et Fury, c'est ce retardement ou annulation de la coactivation du muscle antagoniste. C'est un peu complexe ce que je viens de raconter, mais simplement quand on pousse un coup, quand on frappe, c'est le triceps qui pousse mon bras et qui va frapper. Et donc, naturellement, le corps humain, il est très bien fait de telle manière à ce que, pour qu'il n'y ait pas de décooptation au niveau du coude, il y a un muscle freinateur. Le muscle qui agit tout de suite, c'est le triceps et le muscle freinateur, c'est le biceps. Sauf que chez les boxeurs très techniques et très avancés, les boxeurs réussissent à désactiver ou à retarder, voire désactiver l'action, la réaction du muscle antagoniste. Et donc, du coup, on va balancer le coup de poing et, et guider le recrutement musculaire, les fibres musculaires à ce que le freinateur ne freine pas. Et quand on n'a pas ce relâchement, en tout cas, moins on a le relâchement, et plus on va avoir tendance à frapper très fort, mais ça consomme l'énergie sans aller le plus vite et sans aller le plus efficace parce qu'il y a encore une petite activation du muscle freinateur. Donc, ce truc-là, ça se travaille avec du temps et je pense que plus ça frappe sur le sac, plus ça frappe sur les PAO, plus ça frappe sur et ils ont le métier. Donc, c'est sûr que si on compte le nombre de coups qu'a donné Tyson Fury dans sa vie et qu'on compte le nombre de coups qu'a donné Cyril dans sa vie, je pense qu'il n'a même pas fait le 1/10 de frappe que l'autre a fait. Et donc, ça se ressentira quand ils vont faire la somme, quoi. Mmh. Et oui, t'as dit en tout début de podcast que justement, là, ce qui s'est passé ce week-end, c'est ce que tu souhaitais pour l'UFC 270. Bah, il faut des beaux combats. Et un beau combat, c'est un beau combat où il y a... Enfin, Mais parce que je veux dire, il est censé se passer quoi à l'UFC 270? C'est ça le truc. Je ne suis pas sûr, je ne sais plus. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Mais je veux dire, toi, par contre, là, t'as pleinement conscience du besoin, on va dire, au-delà de rouler sur la concurrence à la manière d'un Khabib Nurmagomedov, qu'il faut aussi ce côté être poussé dans ses derniers retranchements façon John Jones et justement réussir à pouvoir faire basculer les combats dans des moments où c'est très très chaud. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le but quand on va faire un combat, n'est pas d'aller chercher la difficulté et se mettre dans la difficulté pour voir si on peut ressortir de la difficulté. Nassoudine Imavov combat contre Yann Anish récemment. On va pas chercher à se mettre dans la difficulté sous prétexte qu'on veut voir si on peut en sortir. On sait qu'il est rentré dans la difficulté face à comment il s'appelait S.
On sait qu'il a pris un coup de tête, qu'il a littéralement mis KO comme le coup de tête qu'a pris Kevin Holland, mais il n'est pas tombé, il a attrapé les jambes de son adversaire, il est revenu. On sait qu'il peut entrer dans une tornade et en sortir. Ces rebondissements, c'est ça qui rend le combat comme étant le combat du siècle. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je souhaite aux gens qui veulent garder, tu vois, tu as dit Ali Frazier. Mhm. Tu vois, les mecs, on parle là d'un siècle en arrière. J'étais Mais, même pas né. J'étais même pas né. voilà, voilà. Tu vois, on parle d'il y a plusieurs décennies, mais tu l'as en tête, ce combat. Bah, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que, au-delà de leur souhaiter à tous les deux, les poids lourds de l'UFC ou à mes élèves, à moi, de leur souhaiter la santé, je leur souhaite également d'avoir des combats où il y a autant de rebondissements parce que c'est ça que finalement le public veut, c'est ça que le promoteur veut. Encore mieux si on réussit à le faire sans avoir des dommages irréversibles. Tu vois ce que je veux dire? Okay, si on est capable de faire des scrambles comme le font, comme ça se fait dans les petites catégories où Dimitrius va combattre et puis il y aura des renversements, il y aura des scrambles, il y aura des sweeps, tout ce qu'il y a pour mettre du piment où tu as du suspense tout le temps. Mais t'imagines un peu le mec qui se réveille au premier round et voit Tyson Fury au sol. Mais c'est dit, c'est plié, c'est fini. On est d'accord. Mais t'imagines, ce mec-là, à vie, il est marqué du retournement de situation, de ce qui se passe. T'imagines à partir du 4e round, combien de fois il aurait pu tomber, Deontay Wilder? C'était comme un roseau, c'est qu'il basculait d'un côté à l'autre, mais il ne craquait pas. Il était tout le temps en mode, je finis, je vais tomber, et puis finalement, il ne tombait pas. Voilà, c'est pour ça que je te dis, il y avait tous les ingrédients du combat du siècle. Et donc, ce que je souhaite à mes élèves, c'est que chacun d'entre eux puisse un jour avoir au moins un combat qui soit le combat du siècle. Goûter à ça, ouais. Voilà, d'ailleurs, des mémoires, le combat qui a le plus marqué Cyril, le combat qu'il a le plus kiffé, devine c'est lequel? Celui contre Volkov. Voilà. Et pourtant, c'était très difficile. Il a pris beaucoup de coups. Il était marqué à la fin du combat avec des interviews, au moment de l'interview. Et tous les autres combats où il a été un fin tacticien, c'était même le dernier combat, il y avait la tactique, il y avait la stratégie, mais il y avait l'agressivité, il y avait le finish. Mais ça ne l'a pas autant marqué que le combat, parce que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Avant de passer à l'UFC avec un combat qui avait été particulièrement teasé par Fernand entre Mackenzie Dern et Rodriguez, on va passer au Weekend Factorien parce que c'était assez chargé sur tous les fronts dans de multiples organisations avec des résultats, il est vrai, contrastés. Tu veux commencer par quoi, Fernand? Je vais commencer par le moins bon. Jordan, donc Tomato versus. Il s'est incliné face à son adversaire, Tika au round 2. C'est un mec qui a un bon parcours, mais qui a affronté un adversaire difficile ce jour-là. Ils ont été meilleurs que nous. Rien à faire. Ensuite, on a eu, ça c'était samedi, ça. Ensuite, on a eu, toujours samedi, Michael Grogu, qui a combattu sur le même événement et qui est en train de dominer, de tuer son adversaire, de lui marcher dessus. Et littéralement, il décide de lui marcher dessus pour de vrai comme au Pride. Un moment de folie passagère. Ah oui. Et donc, du coup, il va balancer, il met du ground and pound, le gars lui tient la jambe, il sort la jambe, mais sauf qu'il se retourne en mode Vanderlei, il met un penalty, et sauf qu'on est en Hollande, on est versus MMA, et c'est complètement interdit. Donc, disqualifié, alors qu'il avait dominé le combat, surfé sur le combat,
Et ben voilà, c'est bien, ça apprend la discipline, ça met des remords et ça apprend la discipline. Il faut comprendre le cadre institutionnel de chaque discipline. Il faut prendre le temps de pouvoir contrôler, d'être un fou, furieux, d'aller chercher la victoire absolument. Mais c'est bien de pouvoir contrôler cette folie à un moment donné. Et puis, le lendemain, c'était autour de, dans la même soirée déjà, le samedi, il y avait la pesée. Et il y a notre nouveau poids lourd, Benjamin Adoubi, qui tombe dans les pommes. Donc, il est amené à l'hôpital. Euh, il a perdu du poids très rapidement et il est allé très bas de ce qu'il devait faire d'ailleurs. Euh, et donc, il a perdu au poids très rapidement. Il est tombé dans les pommes. On l'a amené à l'hosto. Merci à Tonton qui l'a accompagné, qui a pris soin de lui. Merci à toute l'équipe qui est autour de lui. Donc, du coup, l'événement de euh, LFL, très professionnel, on s'est occupé de lui. Il sort de là et puis il a repris l'avion. Il est reparti chez lui en Allemagne. Il reviendra, Mhm. il reviendra pour reprendre son camp d'entraînement dans quelques semaines et on le verra certainement sur Arès à Paris. Et donc ensuite, il y a eu la victoire de Paulin Béguin qui avait déjà gagné en Hollande la dernière fois. Il a gagné par décision unanime face à un redoutable adversaire. Et puis il y a eu par la suite Ahmed, euh, Ahmed Salamov. alors, Et le euh, retour de la hype, hmm, très bien, Ahmed, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que faut pas, faut pas paniquer quand on a une première défaite comme Ahmed l'avait eu à l'époque en Pologne. C'est un excellent combattant. C'est bien aussi la défaite parce que ça l'a mis dans une espèce de discipline, c'est quasi martial. Et donc, du coup, c'est une exécution, quoi. Il amène les gars, il fait son boulot, il le fait très bien et ça se passe bien. Je, oui, je pense que il est temps de le faire basculer dans une organisation au-dessus. bingo, c'est dit. Et là, par rapport à ce bilan certes contrasté, mais c'était un certain nombre d'espoirs. En tout cas, quand on se fie à vos réseaux sociaux, on voit qu'il y a Michael Gros qui venait de la boxe anglaise, où justement il y avait un certain, je crois que c'était sur les réseaux sociaux, je crois, de Benjamin Sarfati, qui est président du MMA Factory quand il avait fait sa transition. Est-ce que là, pour ces 5 personnes, il y a de ta part en tout cas, il y a des attentes en termes de très très haut niveau. Donc quand je dis très très haut niveau, c'est à savoir l'UFC, ou pour l'instant, il est trop tôt et tu préfères laisser le temps au temps. Euh, non, moi, ouais, je suis une grande bouche, moi. C'est c'est pas un problème. Moi, j'ai pas de point à me mouiller, quitte à Hmm. ce que je me trompe. C'est pas un grand problème, ça. Faut arrêter de faire attention trop. La plupart des gars, à moi qui sont à l'UFC aujourd'hui, je me suis mouillé très tôt. Et ça a été le cas. Et puis, certains, je me suis trompé. Et, bah, ça fait rien. Je suis humain, je peux me tromper. Non, je pense que Ahmed a l'étoffe de pouvoir aller à l'UFC. Euh, je pense que Paulin a l'étoffe de pouvoir aller à l'UFC. Mhm. Euh, je pense que Jordan a fait de belles performances sur le niveau amateur. Médaillé de Et bronze aux mondiaux. voilà, il est encore à construire. Il y a beaucoup de choses à, voilà, quoi, il est encore, pour le coup, c'est vraiment tout. Il faut lui laisser un peu le temps de voir s'il peut retrouver sa voie. Euh, voilà, quoi. Et puis, il y a quoi? Il y a, Michael Gogu, c'est un vrai problème de contrôle qu'il a. Un vrai problème. C'est pas que le jour du combat, il a ce problème qu'il va falloir régler. Il me rappelle un peu Paul Delay.
Tu te rappelles que Face à Josh Koscheck, eh oui. voilà, Paul Delay a été viré de l'UFC et Dana White a dit il ne remettra plus jamais les pieds à l'UFC parce que Paul Delay, c'est dans sa tête, il vrille. Quand il vrille, il vrille. Et comment il s'appelle? Et mon gars, Mika, il est un peu comme ça. Quand il vrille, il vrille. Donc, il y a ce contrôle à apporter. Sans le contrôle, on ne peut pas performer. Je le dis et je le répète, les athlètes de haut niveau, les plus bons, ne font pas d'erreur à leur prime. Et pour pas faire d'erreur, il faut ce contrôle. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir à quel moment on se situe dans le temps, dans l'octogone. Il faut se rappeler des règles systématiquement. Si on sent que le gars, ça fait partie de mes points de détection. Si on sent que le gars ne peut pas se repérer et que de temps en temps, il peut oublier ou mélanger la réalité du sport qui est encadré, un sport avec une réglementation, avec un espace délimité, avec un temps limité. S'il confond ça et qu'il pense que c'est une rixe, c'est fini. C'est compliqué. Donc, il y a ce problème à régler. Mais je pense que Paulin et Amen, on l'étoffe. Même s'ils perdaient, ils ont l'étoffe pour aller au plus haut niveau à un moment donné de la vie. Bien. On va avancer donc avec l'UFC ce week-end. Le week-end dernier, c'était une carte qui passait un petit peu sous les radars, mais Fernand est prévenu, attention. Terne contre Rodriguez, ça va être une sacrée opposition de style, et finalement, Rodriguez qui a livré une petite masterclass en striking et qui a réussi à survivre au sol face à Mackenzie Dern. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, Fernand, là on a quelqu'un qui, mine de rien, est une candidate crédible au titre? Sans aucun doute. Je n'ai pas un seul doute. Mackenzie Dern a fait le combat de sa vie. Elle a fait, certes, elle a eu du mal à placer son choix en place. Pour le coup, techniquement, elle a été moyenne sur la boxe, mais stratégiquement et dans la volonté, elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Elle a réussi à aller au sol, mais sauf qu'à chaque fois qu'elle arrivait au sol, il lui restait très peu de temps pour élaborer, alors que c'est celle qui va le plus vite au sol. Elle y allait, à peine elle touchait le sol, elle s'organisait pour la finalisation, avec le genou sur le biceps, histoire de bien isoler un bras, avec le fait de monter son genou de l'autre côté en opposition pour être sûr qu'elle pourrait avoir l'option de la clé de bras. Mais au moment où elle arrivait sur la clé de bras, il y avait le gong qui sonnait. Rodriguez a fait ce qu'il fallait. Il y a pas, je suis très fier d'elle. Je suis très content pour mon ami Thiago, qui est son manager. Et je pense qu'il tient encore une championne. Il a un phénomène avec les championnes. C'est lui qui a découvert Joanna Jędrzejczyk et elle est devenue championne. C'est lui qui a découvert Jessica Andrade, elle est devenue championne. Et aujourd'hui, il est le manager de cette jeune fille Rodriguez, ouais. Je suis persuadé que quand elle va arriver à son prime, parce qu'elle n'y est pas encore, elle a un jeu tactique très posé. Il lui manque de l'agressivité légèrement. Là où Joanna Jędrzejczyk a commencé à être très agressive, c'est la première femme qui pourchassait les lutteuses. Ensuite, elle est devenue intelligente, posée un peu pour lâcher du volume. Mais quand elle a l'opportunité, là, on a le contraire. On a une jeune fille qui est très mature, qui est très intelligente et qui se dit, je ne vais pas faire la folle. Je vais la découper petit à petit, je vais prendre mon temps, je vais poser des petits tips, des petits oblique kicks sur les tibias même, vraiment, son game est très élaboré, une variété de coups incroyable, il y avait un peu de tout. Moi, je suis un grand fan. Je suis un grand fan de son game et le pire, c'est que je suis encore plus fan de Mackenzie sur son sol, mais elle n'a plus rien faire. Elle a donné le meilleur de ce qu'elle pouvait faire, mais elle n'a plus rien faire. Il faut absolument qu'elle améliore son... Mackenzie pourrait devenir l'une des meilleures combattantes au monde. Il faut que son approche ne soit pas celui du judo. Elle approche et elle accroche les bras en mode
kumikata alors qu'elle n'a pas de point d'ancrage. Quand je vais chercher le kumikata, j'ai un bout de kimono, j'ai quelque chose. En MMA, c'est très difficile de pouvoir amener, d'avoir, pour faire une amenée au sol, il faut un contrôle. Un contrôle, c'est quoi? C'est une saisie renforcée. Pour avoir une saisie renforcée en judo, il faut le tissu. En jiu-jitsu, il faut le tissu. Là, tu n'as pas de tissu, tu dois composer avec les points d'ancrage du corps. Donc, tu dois mettre tes bras sous les selles et tirer les bras sous les selles. Sauf que pour peu que ton adversaire sache qu'il faut mettre les avant-bras devant et pousser, donc créer une barrière entre toi et elle, ça annule tout ton jet. Elle n'a pas de point d'ancrage. Heureusement, elle s'est tirée dans la garde. Elle tire dans la garde, mais elle tire dans la garde sur une temporalité qui est déjà la fin du round. Et donc, elle n'a pas le temps de travailler et finaliser son combat. Mais encore une fois de plus, quand je vois la transformation qu'elle a eue de la fille qui venait d'arriver, qui n'était jamais au poids, qui a galéré dans les KT et qui s'est disciplinée, qui est devenue correcte et tout, je pense qu'il y a encore moyen qu'elle améliore sa boxe pour l'approche de la lutte et que même si elle commence avec la lutte gréco-romaine ou en tout cas les bras dessus-dessous du judo, du jiu-jitsu brésilien, j'aimerais qu'elle apprenne à faire des liaisons de contrôle. Au bout d'un moment, elle a un bras sous la jambe de son adversaire. Elle a son adversaire qui tire son bras et qui la met, qui garde le bras pour que les deux bras ne soient pas liés et puisse la faire tomber. Et elle est coincée sur cette position. J'aurais bien voulu qu'elle tente un kataguruma, qu'elle puisse s'asseoir, et qu'elle charge son adversaire sur les épaules, comme elle tient ce bras pour la faire tomber en arrière et qu'elle tente ce genre de truc. Voilà, il faut trouver une solution pour qu'elle amène au sol. Dès qu'elle aura trouvé la solution pour amener au sol, il n'y a pas une fille à l'UFC qui peut passer 5 minutes au sol avec Mackenzie Dern et survivre. Et ben voilà, mais en tout cas c'est avec Mackenzie Dern, depuis qu'elle a retrouvé, on va dire, qu'elle est revenue de son, c'est son premier enfant, qui est né là, elle a une superbe discipline et on a l'impression enfin que tous les espoirs qui étaient placés en elle là se confirment. Ah, j'ai quand même envie de savoir ton avis parce que la facade, finalement, tu avais dit que c'était une facade. Excusez mon expression, pétée. Non, et mais puis au final, oui. Et puis au final, on a une facade où le fight IQ de l'autre combat féminin était une dinguerie. L'intelligence de pouvoir passer ce combo méchant avec le crochet qui vient basculer le chaos et derrière ça, quand la fille tombe, au lieu de s'acharner sur le grand pound qui des fois réveille les adversaires. Je mets un KO, l'adversaire tombe, il est sonné, je frappe encore, je lui remets les idées en place, ça la réveille et elle s'organise pour se défendre. Elle a choisi quoi? Pendant qu'elle était sonnée, je passe dans le dos, même si mon sol est moins bon que son sol, je l'étrangle dans la foulée. Moi, je trouve que la carte était pas mal. J'ai envie d'avoir ton avis puisque tu ne la vendais pas très cher, cette carte. Alors pour moi, cette carte, c'est un peu comme les épisodes King Energy quand il n'y a pas des gros chocs. À savoir, il faut regarder tout l'épisode pour se rendre compte de la qualité de ce qui est proposé. Là, c'était exactement ça. Sur l'emballage, c'était peut-être pas très sexy, mais une fois qu'on la regardait, parce qu'il y a aussi eu Mr. Brown, qui a été particulièrement impressionnant aussi, et Finalement, la carte tenait la route, et c'est pour ça, non, tu as raison de faire l'analogie. Attention, on ne peut pas systématiquement parler que de Conor, que de Masvidal, que de John Jones, que de Francis, que de Cyril. Il y a des sujets très intéressants si on prend le temps de regarder, d'écouter. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, on va pas attendre la fin. Pendant qu'on y est là, cliquez tout de suite sur la cloche. Allez vous abonner si c'est pas encore fait. Mettez le like dessus parce que les sujets sont vraiment des sujets de qualité. Sans nous lancer des fleurs, j'ai l'impression qu'on traite des sujets assez corrects, même si l'emballage n'est pas toujours avec des gros titres en mode Conor McGregor a tué un homme, tu vois. Exactement. Alors on va avancer parce qu'en plus, vous le savez, c'est interactif toutes les semaines. Vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui répond avec plaisir. Et sur la carte, c'était pour parler aussi de cet événement-là, il y avait un certain Romanov. Romanov qui est arrivé avec à l'UFC avec ce petit tampon d'espoir potentiel dans la catégorie heavyweight. Et on a une question de la 9e qui nous pose: avez-vous vu le dernier combat de Romanov versus Vanderaa? Est-il une menace pour Cyril?
en toute simplicité, Non. pas encore. Non, mais enfin, non. Toi, tu penses que c'est une menace? D'ailleurs, juste, est-ce qu'il y avait un lien de parenté avec l'adversaire de Michael Grogu? Ouais, c'était son frère ou rien à voir? L'adversaire de Michael. Ah non, je sais pas. Ok. J'ai pas du tout Parce qu'ils avaient un vérifié. petit air de ressemblance. Mais bref, en l'état, non, moi je pense pas que ce soit une menace véritablement. C'est juste qu'il a ce côté grosse série de victoires et bah une certaine propension au Voilà, finish. il est à 15-0, il a un sol décent, il comprend vraiment le sol, sa manière de prendre la montée, de ressortir de la montée, de reprendre la montée. Enfin, il a une belle maîtrise du ground and pound, mais déjà, rien que physiquement, ça ne marche pas. Mhm. Que de manière athlétique, Cyril va s'en sortir. Pour le moment, ce qui nous montre, c'est pas objectivement, c'est pas un Curtis Blade où tu sens qu'il y a de la puissance qui te, tu vois, enfin non, il y a des moments où Vanda, Vanda, comment il C'est s'appelle ça, déjà? exactement. Panda. Il y a des moments où il a shake off, comment on dit ça, il s'en est débarrassé en mode Mhm. je te pousse et tout et tu dégages et tout. Et donc, non, non, pour le moment, je ne le vois pas comme danger, même pas pour. Je ne le vois même pas dangereux pour Dokos, je ne le vois même pas dangereux pour Thomas Final. Non, je ne le vois pas dangereux pour l'instant. Il est bien, mais j'ai l'impression que dès qu'il va tomber sur un striker qui refuse d'aller au sol, ça va être compliqué. Ouais. Genre, un mec Mhm. qui est. Check Giazino, il est compliqué pour aller au sol, mine de rien. Giazino, on l'a vu avec Curtis Blade que c'est pas facile. Si Giazino se mettait à envoyer ses gros parpaings et qui ne veut pas aller au sol, ça pourrait être très, très compliqué. D'ailleurs, je pense que ce serait un bon plan pour. C'est une bonne porte de sortie pour Giazino. Si j'étais Giazino, le manager de Giazino, je demanderais. Je pense qu'il devrait demander Roman parce que il viendrait se réveiller avec un mec qui est invaincu sur 15 combats, c'est génial, mais en fait, le mec, c'est pas non plus le top, 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 mais Mhm. il est invaincu sur 15 combats. Alors, je ne sais pas si mon ami Thiago va accepter ce plan-là parce que Thiago, le manager de Rodriguez dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi le manager de Romanov. Ok. Et donc, je ne pense pas qu'il va accepter ce match-là. Hmm. En tout cas, c'est vrai que chez les lourds, ça bouge énormément. Tu parlais de Daka parce qu'il va bientôt affronter Derrick Lewis, qui est toujours membre du top 5. Donc c'est pour dire vraiment que cette catégorie, j'allais dire qu'il y a de la place. C'est surtout que en dessous du top 4, je pense que c'est quand même, les niveaux sont à peu près équivalents et tout le monde peut battre tout le monde. Tu as tout dit. C'est exactement ça. Donc on avance avec une deuxième question, Fernand. Attention, une deuxième question et pas des moindres. Hop là. Question pour Fernand, vu que vous allez aborder ce combat, est-ce que ce combat, donc Wilder-Fury, ne montre pas une limite dans la relation entraîneur-entraîné? Je parle de la consigne de Wilder interdisant à son nouveau coach de jeter l'éponge. On se souvient que son coach de longue date, Breland, avait jeté l'éponge lors du précédent combat et qu'il avait été, licencié par Deontay Wilder. Déjà, j'ai trouvé son nouvel entraîneur assez médiocre, incapable de réajuster son combattant, tout le contraire de Fernand entre le round, et surtout, voir Wilder perdre des années de vie de cette manière sans que son coach, qui est aussi le garant de son intégrité physique, ne puisse rien faire. Le combat de boxe était magnifique, mais le match de boxe était, point de suspension, dramatique. J'espère que Wilder se remettra de toutes les commotions cérébrales qu'il a pris. Fin de la citation. C'est qui le monsieur qui pose la question? C'est un monsieur qui a, je ne sais pas, Il s'appelle comment? C'est ça. je ne sais pas. Malheureusement, j'ai pas, c'est très rare. J'ai fauté, je n'ai pas noté le nom de l'internaute qui a posé la question. Ok. Ce que je veux dire, c'est que parce que je ne comprends pas bien quand il veut dire n'est-ce pas une limite de la relation entraîneur-entraîné? C'est comme toutes les relations, elles ont des pour, des contre, et puis elles ont des limites. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Je pense que la décision lui appartient. Je pense que même si mon élève me demandait de ne pas jeter l'éponge, je jetterai l'éponge si je pense que son intégrité physique est
en danger, je jeterai simplement l'éponge, sans autre forme de projet, quel que soit ce qui va m'arriver. Euh, est-ce que c'est ça la limite d'une relation entraînée-entraînée? Non, je pense que là, on est en train de parler de quelque chose de, comment on appelle ça, anecdotique. On parle Mhm. d'un cas parmi combien de coachs au monde ont fait face à ce problème de dire, je veux éviter, je vais éviter de jeter l'éponge parce que mon coach ne veut pas que mon élève ne veut pas que je le fasse. Non, c'est vraiment anecdotique. C'est un petit cas et je n'ai pas envie de généraliser et dire que c'est la limite de la relation entraîneur-entraîné. Je ne pense pas que ce soit une limite. Je pense qu'il a fait un choix qui est la plupart du temps multifactoriel. Au bout d'un moment, c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase et qui va dire, bon, t'as jeté l'éponge, je suis plus content. Mais je pense que si les relations sont au beau fixe au moment où l'éponge est jetée, on va reprocher au coach d'avoir jeté l'éponge, mais on va pas le virer, on va pas s'en débarrasser. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et c'est comme toute relation parentale, toute relation amicale. Non, c'est complexe de savoir. C'est complexe mais encore une fois de plus, au moment où tu vas boxer un mec comme Tyson Fury, quelle que soit la protection que tu vas demander à ton gars, à ton coach, sur un combat à 12 rounds, des commissions, tu vas en prendre. Enfin, c'est très, très compliqué d'espérer pouvoir faire un combat où il n'y aura pas de touche à la tête. Donc, il y aura des touches, il y aura des knockdowns. Quand tu as des knockdowns, qu'on jette l'éponge ou qu'on ne jette pas, que tu prennes le coup au premier round ou pas, tu as un risque de pouvoir avoir des commotions cérébrales. C'est pas toujours le cas, c'est pas systématique. À chaque fois que tu prends un coup, c'est une commotion cérébrale, mais ça expose quand même à ça. Donc, comme je disais encore, ce n'est pas un style de combat, à faire tout le temps. C'est pas une bonne habitude à prendre parce que je préfère quand même préserver un capital santé pour mes gars. Mais cependant, bah, tu sais ce que tu vas chercher. Ils sont allés chercher le show. Il y avait le show, ils sont allés chercher ça et ça donne ce que ça donne, voilà. Et à ce niveau-là, que ce soit à l'UFC, en MMA donc ou en boxe anglaise, est-ce qu'avoir ce côté un petit peu comme ce qu'avait fait Deontay Wilder, à interdire à son nouveau coach de jeter l'éponge et son nouveau coach qui avait quand même été jusqu'à dire en interview qu'il ne jetterait pas l'éponge et donc finalement que Deontay soit vraiment le véritable patron, est-ce que pour toi ça c'est possible de pouvoir avoir des ambitions en tant que champion du monde dans telle ou telle discipline en ayant ce côté, enfin bah voilà, on voyait bien que c'était Deontay Wilder le patron et qu'il n'y avait pas son entraîneur principal qui partageait un petit peu cette responsabilité-là. Je n'y crois pas. Je suis de la vieille école. Je n'y crois pas que effectivement, techniquement parlant, c'est lui le patron. C'est lui qui paye le coach, techniquement parlant. Mais je n'y crois pas en cette relation tu me donnes une délégation de pouvoir pour que je m'occupe de toi et derrière, tu me donnes des ordres et tu me traites comme un patron. Sur une relation sportive, c'est complexe. On fait confiance. Un, on donne la délégation de pouvoir. Deux, ensuite, on oriente, on dirige en fonction de ce qui est correct ou pas. Il y a une discussion démocratique. Est-ce que on peut jeter l'éponge ou pas? Aujourd'hui, je veux que tu ailles faire le footing. Non, j'aime pas que tu fasses le footing. Même si tu aimes courir, je pense que scientifiquement, moi, ton coach, je te conseille de te mettre sur un appareil à friction comme le rameur, le vélo, parce que avec le poids de corps que tu as, tu es un poids lourd, tu vas avoir comment dire, tu vas avoir ton poids du corps qui va taper 4 fois sur chaque articulation à chaque pas que tu fais. Donc, je te conseille de ne pas le faire. Et donc, je souhaite que tu m'écoutes puisque tu m'as donné la délégation de pouvoir. Mais effectivement, même si tu me l'as donné la délégation de pouvoir, ça ne veut pas dire que ça veut dire que j'ai tout le pouvoir. Tu as aussi le pouvoir au-dessus de ça de me dire, bon, ça c'est la limite. Je ne pense pas qu'on va aller dans cette direction mais il faut que tu me laisses la main pour travailler. Donc, voilà, il y a une combinaison à faire qui n'est pas super efficace dessus. Mais moi, je sais que de mon côté, en tout cas, je ne tiendrai pas longtemps. Je ne peux pas tenir à écouter quelqu'un
religieusement sous prétexte qu'il me paye. Non. Impossible. Bien, voilà. On boucle la boucle, on a répondu, enfin Fernand a répondu à vos questions. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode très important parce que j'ai eu plusieurs fois ces retours la semaine dernière. King Energy est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais ça a son flux dédié. Donc vous tapez King Energy sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, et puis vous verrez tous les épisodes et les prochains. Fernand, merci encore, et à la semaine prochaine. Merci à toi, mon ami, et à la semaine prochaine.